Donc, je suis Lison Ménage-Santi, je suis interne en 8e semestre d'anesthésie et réanimation et donc je vais vous présenter le topo à l'ombre de la barrière. Donc on va partir d'un cas clinique, Madame D, 76 ans, qui a comme antécédents médicaux une hypertension artérielle traitée et un infarctus du myocarde qui a été stenté en 2009. Donc dans son traitement chronique, il y avait du cardiagique, du Lasivix et des IEC. Et donc elle est hospitalisée près du Kremlin-Bicêtre pour une embolisation programmée d'un anévrisme de la terminaison du tronc basilaire. Ça a été découvert sur un bilan de vertige et chute à répétition. Non, il ne faut pas le téléphone en zone que tu partages l'écran. C'est là, je ne vais pas partager l'écran. Non, Fais je passe nouveau un nouveau partage et tu partage. changes. Je pense que ça partage toujours celui sinon. Fais Ouais. nouveau partage au-dessus. Ouais, là ça part. Clique sur nouveau partage. Au-dessus, nouveau partage. Celui de gauche. En dessous. Donc, le bilan avait été réalisé sur des vertiges et des chutes à répétition. Et donc, l'intervention a eu lieu le 17 avril où ils ont réalisé, donc, ils ont mis les coils au niveau de l'anévrisme, donc de la terminaison du tronc basilaire. Sur le plan anesthésique, c'était une anesthésie générale classique, avec une induction séquence rapide par rocuronium. Elle était sédatée par bupryon et sulfentanyl. Et l'anesthésie s'est déroulée sans complications particulières. Concernant la radiologie interventionnelle, ils ont donc réussi à mettre les coils à l'endroit de l'anévrisme. Il n'y a pas eu non plus de complications per procédure. Elle a été ensuite transférée en SSPI et puis à 3 heures de la fin de l'intervention, on a noté l'apparition brutale d'une cécité corticale bilatérale avec aphasie. Donc à ce moment-là, on a réalisé des dopplers transcrâniens qui étaient normaux et un scanner cérébral. Donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques à ne pas négliger à ce moment des symptômes? C'est une question, ça. C'est une question. Infarctus. L'infarctus. Par une ischémie cérébrale sur le geste. Effectivement, soit une embolisation pendant pas de procédure qui entraîne une ischémie. Donc, il peut y avoir aussi également une hémorragie ou encore une dissection. Donc, c'est pour ces raisons qu'on est allé au scanner cérébral. Le scanner. Donc les dopplers étaient normaux et le scanner cérébral, il n'y avait pas de grosse anomalie à part une dilatation particulière mais qui était déjà présente sur le scanner précédent avant l'embolisation. Donc on a pris un avis auprès de l'équipe de neuroradiologie interventionnelle où ils nous ont parlé d'une toxicité au produit de contraste suite à une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est un phénomène qui est assez peu connu, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un petit peu d'histoire de la barrière hémato-encéphalique. Ça a été découvert en 1885 par un chimiste allemand, Paul Ehrlich, qui a injecté du colorant en intraveineux et qui a ensuite regardé quels organes prenaient ce colorant. Donc, il a remarqué que pratiquement tous les organes étaient colorés, sauf le cerveau, ce qui lui a fait émettre l'hypothèse d'une barrière entre donc, le système nerveux central et le sang. C'est une hypothèse donc, qui a été confirmée en 1960 avec une vue en microscopie électronique sur des cerveaux de souris où ils ont donc détaillé la structure de cette barrière hémato-encéphalique. Donc elle a plusieurs rôles. Tout d'abord, un rôle de protection des agents pathogènes. Donc c'est grâce à cette barrière hémato-encéphalique que les cellules toxiques du sang n'entrent pas dans le système nerveux central.
Permet également d'assurer les échanges entre le sang et le système nerveux central pour maintenir une composition chimique du milieu neuronal qui est parfaitement contrôlée et qui permet la survie des cellules du système nerveux central. Donc voici un schéma montrant la barrière hémato-encéphalique. Donc elle est composée de plusieurs cellules. Il y a des cellules au niveau des capillaires avec les cellules endothéliales qui permettent les échanges entre le sang et le système nerveux central. Et d'autres cellules qui sont ici, qui contiennent les cellules immunitaires du système nerveux central. Donc tout d'abord, ce sont les cellules situées au niveau des capillaires. Donc il y a les cellules endothéliales, donc, qui sont maintenues entre elles par des jonctions serrées. Et c'est ces jonctions serrées qui empêchent principalement les agents d'entrer dans le système nerveux central. Elles expriment des transporteurs qui permettent les échanges. Et c'est également à cet endroit qu'il y a un grand nombre de mitochondries qui produisent de l'ATP pour permettre également les échanges. En revanche, au niveau de ces cellules, il y a un faible nombre de molécules d'adhésion mucocytaire qui limitent le passage des cellules immunitaires du système nerveux central. Ensuite, on a les péricytes qui jouent un rôle important dans l'angiogénèse, dans la régulation de la cicatrisation et également des échanges entre le sang et le système nerveux central. La membrane basale qui est un élément supplémentaire à franchir afin d'accéder au système nerveux central, et les astrocytes qui assurent un lien entre le sang et le système nerveux central, qui permettent de maintenir l'homéostasie et qui coordonnent notamment les échanges avec des transporteurs comme l'aquaporine 4. Donc ici, sont des cellules immunitaires. Donc les cellules immunitaires, elles se situent dans l'espace de Virchow-Robin et elles sont principalement composées de macrophages et de cellules microgliales. C'est ce qui constitue l'immunité innée du système nerveux central. Elles sont très peu activées en physiologie et elles sont activées lorsqu'il y a une infection ou un traumatisme pour permettre l'interaction avec les cellules immunitaires du sang. Donc, au niveau des transporteurs et des échanges, on a un premier transport, c'est un transport d'efflux qui permet d'éliminer les substrats du système nerveux central et de les renvoyer vers le sang. Ces transporteurs sont les plus étudiés parce que c'est eux qui pourraient être à l'origine de la résistance à certains traitements. On a les transporteurs d'influx qui permettent d'apporter des nutriments essentiels au système nerveux central en traversant cette barrière. Et puis, les molécules qui diffusent principalement dans le système nerveux central sont les molécules lipophiles par une diffusion passive. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les molécules hydrophiles qui ont un passage paracellulaire par les jonctions serrées. Donc, à l'état physiologique, il y a très peu de diffusion. Donc, on peut se demander quels sont les effets du produit de contraste sur la barrière hémato-encéphalique. Donc, il y a plusieurs effets qui ont été décrits. Le premier est dû à l'hyperosmolarité du produit de contraste. Donc, ils n'ont pas toute la même osmolarité. Ceux qui sont hyperosmolaires ont une toxicité directe sur les cellules de la barrière hémato-encéphalique et donc la détruiraient pour permettre le passage du produit et de substances du sang. Lorsque le produit de contraste est moins hyperosmolaire, il aurait plutôt une action sur les jonctions serrées, donc en détruisant les jonctions serrées et en augmentant la perméabilité de cette barrière, et également en altérant la microcirculation qui perturberait les échanges entre le sang et le système nerveux. Donc, les produits de contraste utilisés, comme je vous le disais, il y a plusieurs types. Les premiers sont des produits de contraste ioniques ou hyperosmolaires qui ont une osmolarité d'environ 2000 milliosmoles par kilo et une toxicité directe donc, sur les cellules de la barrière hémato-encéphalique. Ils sont neurotoxiques et ont une toxicité pulmonaire, donc ils sont rarement utilisés, voire jamais utilisés dans les myélographies et dans l'arbre bronchique car ils créent des œdèmes pulmonaires. Les seconds, qui sont plus utilisés en pratique, c'est les produits de contraste non ioniques hypoosmolaires qui ont une osmolarité dite hypoosmolaire, mais à quand même 500 milliosmoles par kilo en moyenne, donc qui reste quand même plus osmolaire que le plasma, et donc qui aurait plutôt une action sur les jonctions serrées et les vaisseaux sanguins. La quantité injectée par procédure, elle est d'environ 250 à 300 millilitres. Donc ici, il y a deux produits de contraste qui sont utilisés.
Il y a le Visipa qui est le principal utilisé, qui est un peu de contraste donc hyposmolaire. L'osmolarité est d'à peu près 300 milliosmoles par kilo. Et le deuxième, Xénétique, qui est utilisé s'il y a une allergie. Et l'osmolarité est beaucoup plus élevée, elle est d'environ 600 milliosmoles par kilo. Concernant les quantités, en règle générale, pour une artériographie simple, c'est à peu près 150 ml. Et pour une embolisation, plutôt autour de 400 ml de produit de contraste. Donc il y a très peu de données dans la littérature concernant cette pathologie. Donc il y a peu de données sur l'incidence et très peu de données également sur les traitements et les conduites à tenir. Donc j'ai trouvé seulement des case reports. Donc, il y a plusieurs case reports. Ils concernent tous des femmes d'environ entre 50 et 70 ans. Donc le premier, c'était pour une embolisation de l'artère vertébrale postérieure suite à une hémorragie méningée. Celui-ci est de 2024 pour une embolisation de l'artère cérébrale moyenne. Et les deux autres sont des case reports de 2022 de femmes également de 70 ans pour des occlusions de l'artère cérébrale moyenne. Les signes cliniques retrouvés, donc c'est très varié. Il y a des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma, nécessitant l'intubation. Il peut y avoir des signes plus frustes comme les nausées, les vomissements ou la fièvre. Des crises d'épilepsie également, qui peuvent être des crises d'épilepsie généralisée tonico-clonique et également des aphasies, hémiplégies ou troubles visuels. Donc l'incidence est d'à peu près entre ce qui est décrit 0,3 et 2%, avec comme le symptôme le plus fréquent, ce sont les troubles visuels qui peuvent aller du flou visuel jusqu'à la cécité totale, qui est d'environ 3%. En général, tous ces symptômes régressent en 48-72 heures, et pour la plupart des cas, ils régressent seulement au bout de 6-10 jours, mais ils sont transitoires. Il y a quand même quelques cas dans la littérature décrits d'atteinte permanente ou même de décès. Donc, les facteurs de risque retrouvés, donc il y a l'hypertension, sachant que les patients hypertendus ont déjà une barrière hémato-encéphalique fragilisée due à des altérations de la microcirculation qui augmentent la perméabilité de cette barrière. Le diabète, pour les mêmes raisons, ils ont déjà une barrière hémato-encéphalique plus perméable. On a également l'inflammation qui augmente la source des œdèmes et l'hyperglycémie qui aurait une action délétère sur les péricytes et les astrocytes. L'insuffisance rénale par accumulation de produits de contraste. Les produits de contraste, donc, comme je vous disais, les caractéristiques du produit de contraste, notamment leur hyperosmolarité et la dose utilisée. Et puis l'agression cérébrale préexistante qui, en général, lors des hémorragies méningées, fragilise déjà la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'il y a quelques cas d'atteinte persistante. Donc les caractéristiques sont pratiquement toujours identiques avec souvent des femmes entre 55 et 70 ans avec des symptômes variés et des antécédents souvent d'hypertension et de diabète. Les symptômes, donc, dans ces cas, régressent seulement au bout de 20 jours, 23 jours. On a un cas de dysarthrie persistante et il y a quand même 2 cas de décès qui sont décrits. Donc, concernant l'imagerie, l'imagerie doit être faite précocement. On a l'imagerie la plus faite, donc le scanner. Donc, tout d'abord, il ne faut pas oublier que le scanner peut être normal, où les 2 principales anomalies mises en évidence sont soit un œdème généralisé, ou soit une prise de contact en thoracoïdien anormale. Au niveau de l'IRM, on retrouve souvent un hypersignal T2 flair avec une séquence de diffusion qui est normale et donc ce qui diffère du Press syndrome où la séquence de diffusion est anormale. Les traitements utilisés dans les case reports sont essentiellement des traitements symptomatiques, donc avec une hydratation importante, l'introduction de corticoïdes ou de mannitol, notamment quand il y a un œdème cérébral sur le scanner. Un traitement antiépileptique qui est largement utilisé, même s'il n'y a pas eu de crise d'épilepsie au préalable. Et un traitement qui est un peu plus controversé, c'est les anti-inflammatoires, où il y a peu de case reports qui l'ont utilisé. On ne sait pas trop si ça a une efficacité sur la pathologie.
Donc, concernant notre cas clinique, donc Madame D, ses symptômes ont régressé progressivement en post-interventionnel avec une régression des troubles visuels et de l'élocution. En revanche, le lendemain, le 18 avril, il y a eu une apparition d'une instabilité à la marche et d'un ralentissement psychomoteur avec un fébricule qui est apparu également le 18. Donc une IRM est réalisée. Donc, voici une des images de l'IRM. Donc en gros, sur son IRM, on avait des hypersignaux de périventriculaires qui faisaient surtout penser à une leucopathie vasculaire et des hypersignaux de lésions ischémiques au niveau occipital prédominant à gauche. Elle a eu une consultation téléphonique, donc elle est ressortie d'hospitalisation en ayant toujours un ralentissement psychomoteur, mais avec des signes cliniques qui avaient régressé. Et donc, elle a eu une consultation téléphonique le 14 mai où elle était complètement asymptomatique avec une récupération complète de la vision. Il lui restait juste des céphalées occasionnelles et donc une angiographie cérébrale de contrôle est programmée en octobre 2024. Donc, en résumé, les symptômes sont variés. L'imagerie, le scanner peut être normal et c'est ce qui est le cas dans la majorité des cas. Et sinon, on peut trouver un œdème diffus ou une hyperdensité sous-arachnoïdienne. Concernant l'IRM, on a une séquence de diffusion qui est normale avec un hypersignal T2 flair. Et les traitements entrepris sont souvent des traitements symptomatiques ou également du mannitol et des corticoïdes s'il y a un œdème sur le scanner. Donc en pratique, il serait peut-être intéressant pour nous de dépister les patients à risque, donc notamment les femmes qui ont des antécédents d'hypertension, d'insuffisance rénale ou de diabète, de prêter une attention particulière aux produits de contraste utilisés et à la dose. À savoir qu'il y a qui est aussi décrit une fréquence un peu plus élevée lorsqu'il y a une atteinte de la circulation postérieure. Je n'ai pas trouvé de pathologique convaincante, mais en tout cas c'est plus fréquent. Le diagnostic doit être précoce, donc avec une imagerie précoce, notamment pour éliminer les diagnostics différentiels dans un premier temps, et puis ensuite parce que les cas décrits d'atteinte persistante, voire de décès, sont plutôt chez des patients dont le diagnostic a été fait tardivement, avec une imagerie tardive, et éliminer tout d'abord tous les autres diagnostics différentiels, parce qu'il faut quand même que ça reste un diagnostic d'élimination. Merci de votre attention.